Nouveau coup dur pour Peter Mutharika au Malawi. Le vice-président a dénoncé ce mercredi publiquement la corruption du régime. Il a annoncé sa décision de quitter prochainement le parti au pouvoir. Au Nigeria, les parlementaires ont menacé ce mercredi le président Muhammadu Buhari de destitution. Ils disent attendre des mesures fortes pour endiguer la corruption et rétablir la sécurité dans le pays. Au Cameroun, les anglophones du nord-ouest du pays ont préconisé l'ouverture d'un débat sur l'instauration du fédéralisme. Ceci parmi 18 propositions visant à sortir de la crise qui secoue leur région. Nouveau journal sur Sika. Bienvenue, bonsoir. Le vice-président du Malawi, Santos Tshilima, a dénoncé ce mercredi publiquement la corruption du régime du président Peter Mutharika qui dirige le pays depuis 4 ans. Il a annoncé sa décision de quitter prochainement le parti au pouvoir. Les détails. Membre du Parti démocratique progressiste DPP, Solos Tshilima, 45 ans, a été élu vice-président sur le ticket de Peter Mutharika, vainqueur de l'élection présidentielle de 2014. En dépit de tous les sacrifices accomplis par nos pères fondateurs, notre nation reste l'une des plus pauvres. Le népotisme, le copinage et la corruption sont endémiques et seuls ceux qui ont des relations en profitent, a-t-il lancé lors d'une conférence de presse à Lilongwe. Nous devons nettoyer ce pays. Nous devons vider le marigot, a insisté le vice-président. En effet, la gouvernance du régime de Peter Mutharika fait l'objet de vives critiques. Des milliers de personnes ont défilé en avril dans plusieurs villes de ce petit pays pauvre d'Afrique australe pour protester contre la corruption, les premières manifestations antigouvernementales depuis 2011. Les prochaines élections présidentielles et législatives sont prévues l'an prochain. Je vais suivre la procédure et quitter le DPP, a fait savoir mercredi le vice-président. J'ai décidé de ne briguer aucune place sur un prochain ticket du DPP et encore moins de contester l'autorité du président Mutharika. Tshilima n'a toutefois pas écarté une éventuelle candidature à la présidentielle de 2019. Je n'ai pris aucune décision. Personne ne m'a contacté, a-t-il assuré en réponse à une question de la presse. Je ferai savoir ma décision en temps utile. Sa déclaration intervient alors que le Malawi s'interroge sur les ambitions de son ancienne présidente Joyce Banda, rentrée au pays en avril après 4 ans d'exil pour cause d'accusation dans un vaste scandale de corruption. Les parlementaires nigérians ont menacé ce mercredi le président Muhammadu Buhari de recourir à une procédure de destitution si des mesures fortes ne sont pas prises pour endiguer la corruption et rétablir la sécurité dans le pays. L'organe législatif révèle ainsi des désaccords de plus en plus profonds avec l'exécutif. Les détails. Les deux chambres du Parlement ont affirmé dans une résolution que l'Assemblée nationale n'hésitera pas à recourir à ses pouvoirs constitutionnels si rien n'est fait après une session conjointe tenue à huis clos à Abuja. La présidence n'a pas commenté dans l'immédiat la résolution publiée par le service de communication du président du Sénat, Bukola Saraki, membre du All Progressive Congress APC, au pouvoir. Toutefois, le groupe parlementaire APC a dénoncé mercredi dans un communiqué la résolution adoptée sans vote à l'issue d'une réunion à laquelle ont pris part presque exclusivement des parlementaires de l'opposition. Muhammadu Buhari, élu en 2015 sur la promesse de vaincre l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram et de lutter contre la corruption, voit son bilan très critiqué alors qu'il espère se faire réélire à la présidentielle prévue l'an prochain. Les combattants djihadistes, bien qu'affaiblis, continuent à mener des attaques sanglantes dans le nord-est du Nigeria, tandis que de violents affrontements entre agriculteurs et éleveurs pour l'accès à la terre secouent les États du centre depuis le début de l'année. Dans le nord, des gangs multiplient enlèvements et vols de bétail à grande échelle. La résolution réclame notamment le limogeage des principaux responsables de la sécurité pour leur incapacité à protéger les vies et les biens privés. Le chef de la police fédérale est ainsi accusé de ne rien faire pour empêcher les violences. L'APC est majoritaire au sein des deux chambres du Parlement, mais l'action du gouvernement est de plus en plus critiquée, jusque dans les rangs de son propre parti, déchiré par les dissensions internes.
À Madagascar, l'opposition est divisée après que l'un des partis protestant contre le gouvernement, le MAPAR, ait revendiqué la paternité de la nomination du nouveau Premier ministre. De consensus, les députés du parti Team, l'autre formation de l'opposition qui participe à la fronde contre le président Eri, se sont désormais trahis dans le processus. Les images. Notre accord avec les 73 députés était que le Premier ministre à élire soit issu de la manifestation de la place du 13 mai. On ne veut pas d'un élu qui vient de nulle part et que le peuple n'a jamais vu. C'est pour cette raison que les gens se rassemblent et s'indignent ici. Nous ne bougerons pas d'ici tant que nous n'aurons pas un Premier ministre élu par les députés eux-mêmes. L'opposition malgache, qui ne décolère pas malgré la nomination la veille d'un nouveau Premier ministre de consensus, appelle à poursuivre les manifestations. Le rassemblement de mardi a cependant tourné au règlement de compte entre les deux principaux partis d'opposition qui font cause commune contre le président depuis le début de la fronde. Si l'un revendique la paternité de la nomination du nouveau Premier ministre, l'autre se sent en revanche trahi. Je vous demande clairement, à vous les députés du MAPAR, allons-nous former ce gouvernement ensemble ou c'est du chacun pour soi? Si c'est du chacun pour soi, non merci, nous n'en voulons pas. Nous les députés du Team, nous ne formerons pas ce gouvernement si c'est juste pour obtenir 2 ou 3 sièges. Ça ne nous intéresse pas. Si vous les députés du Team dites « nous ne voulons pas faire partie de ce nouveau gouvernement », que tout le monde comprenne bien qu'il en soit ainsi. Depuis fin avril, l'opposition manifeste quotidiennement dans le centre d'Antananarivo. Elle a d'abord protesté contre des lois électorales controversées et demande désormais le départ du président Eri, élu en 2013. Vent de réforme sur l'Éthiopie, le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé la fin de son différend frontalier avec l'Érythrée et l'ouverture au privé du capital de grandes entreprises publiques. C'est à travers un communiqué publié sur son compte Facebook que la coalition au pouvoir, le PRDF, a fait ces deux annonces surprises. Reportage. Les deux annonces surprises faites ce mardi par le gouvernement éthiopien représentent des changements de politique majeurs imprimé par le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed, désigné en avril à la suite de la démission en février de son prédécesseur Haile Mariam Desalegn. Sur le front diplomatique, le régime a annoncé sa volonté de mettre un terme à son litige frontalier avec son voisin devenu ennemi juré, l'Érythrée. Le gouvernement éthiopien a décidé de mettre en œuvre pleinement l'accord d'Alger signé en 2000 pour mettre fin au conflit entre les deux pays et les conclusions sur la démarcation de la frontière. Rappelons qu'un accord de paix avait été signé fin 2000 à Alger, puis une commission d'arbitrage soutenue par l'ONU avait tranché sur le tracé de la frontière, attribuant notamment la localité de Badmé, point de contentieux, à l'Érythrée. Mais l'Éthiopie a continué jusqu'à présent à occuper Badmé. Outre cette annonce majeure, le régime éthiopien a également pris des mesures susceptibles de changer la face de l'économie du pays en ouvrant notamment au secteur privé le capital des plus grandes entreprises publiques, dont la compagnie aérienne Ethiopian Airlines, tout en gardant la majorité de contrôle. Je l'annonçais en titre, au Cameroun, des anglophones du nord-ouest du pays ont préconisé l'ouverture d'un débat sur l'instauration du fédéralisme et l'abrogation de la loi sur le terrorisme, ce parmi 18 propositions visant à sortir de la crise qui secoue leur région selon un document officiel. Les précisions à travers cet élément. Plus de 800 personnes responsables politiques, autorités administratives, religieuses, traditionnelles, ainsi qu'un échantillon représentant la population ont pris part à Bamenda, chef-lieu du Nord-Ouest, une des deux régions anglophones du Cameroun, à une concertation baptisée Mission d'écoute des populations à l'initiative d'une commission créée par le président Paul Biya. Ils ont fait 18 propositions à Biya pour une sortie de crise, demandant notamment de débattre des problèmes relatifs à l'institution du fédéralisme au Cameroun, selon un communiqué de cette commission pour la promotion du bilinguisme et du multipartisme. Depuis le début de la crise en 2016, Yaoundé a toujours refusé l'ouverture d'un débat sur la structure de l'État.
Si certains anglophones veulent le fédéralisme, les plus radicaux demandent la partition du pays avec 2 États, anglophones et francophones. Les participants ont aussi exprimé le désir de voir abroger la loi sur le terrorisme, très controversée depuis son adoption fin 2014. La quasi-totalité des anglophones arrêtés le sont sur la base de cette loi et encourent la peine de mort. Ils ont exigé une amnistie générale pour les anglophones arrêtés et pour ceux qui ont dû s'exiler à cause de la crise. Ils ont en outre dénoncé leur marginalisation, leur sentiment de ne pas être aimés par leurs frères francophones, l'injustice dont ils se disent victimes, en particulier dans le système éducatif et administratif. Pour rappel, dans les 2 régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les combats sont devenus quasi quotidiens entre forces de sécurité et groupes armés se réclamant de forces de restauration d'un État anglophone qui avait brièvement vu le jour entre les 2 guerres mondiales sous mandat britannique. Le président soudanais Omar el-Béchir a offert ses bons offices aux belligérants du conflit au Soudan du Sud. Il propose en effet d'accueillir des pourparlers de paix à Khartoum. Cette annonce a été faite dans la nuit d'hier mardi à ce mercredi par un responsable du ministère soudanais des Affaires étrangères. Les détails. Omar el-Béchir propose d'accueillir les pourparlers de paix. L'offre du président Béchir a été remise à son homologue sud-soudanais par une délégation qui s'est rendue à Djouba mardi. Elle intervient après que le Conseil de sécurité de l'ONU a menacé jeudi dernier les factions belligérantes au Soudan du Sud de sanctions si elles ne parvenaient pas à mettre fin à la guerre civile qui ravage le pays depuis 4 ans et demi. Dans un communiqué, le porte-parole des Affaires étrangères soudanaises a déclaré qu'une délégation a transmis un message du président Omar el-Béchir au président Salva Kiir concernant une initiative pour soutenir les efforts de paix entre les parties en conflit au Soudan du Sud. Dans ce message, le président Béchir propose d'accueillir à Khartoum une réunion entre le président sud-soudanais Salva Kiir et le leader de l'opposition Riek Machar. Une initiative déjà saluée par le président Kiir qui a affirmé la disposition de son gouvernement à y participer. Cette proposition du président soudanais survient alors que l'organisation régionale de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD mène déjà une médiation entre les belligérants de cette crise. Des discussions ont même repris ce mois-ci en Éthiopie pour tenter de réactiver un accord de paix conclu en août 2015 et maintes fois violé. En bref et en images au Zimbabwe, des milliers de partisans de l'opposition dénonçaient ce mardi à Harare les intimidations du régime et réclamaient des élections libres et justes. Les militants du MDC ont pu défiler pacifiquement dans la capitale sous l'œil attentif des policiers. Une situation qui tranche avec l'ère Mugabe où les manifestations de l'opposition étaient régulièrement réprimées par la force. L'opposition réclamait entre autres des réformes électorales avant les élections du 30 juillet, la transparence dans l'impression des bulletins de vote et un audit indépendant des listes électorales. Elle dénonce également une présence militaire dans le processus électoral. Et ce sera tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci de rester fidèle à Sika. À très bientôt.